Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de de participer ce matin à ce webinaire spécialement SIGA. Donc, ce webinaire qui traitera des calfeutrements des menuiseries, donc leur innovation. Et donc, Fabien et Aurélien, qui sont là ce matin avec nous, vont pouvoir vous présenter leur innovation et répondre à toutes vos questions sur les membranes d'étanchéité et le calfeutrement. Des petites règles techniques et de bonne conduite, enfin de bonne conduite sur bonne utilisation de GoToMeeting. Donc Fabien, qui est ingénieur technique, va nous faire une démonstration en fait de leurs produits. L'idée, vous avez une option dans GoToMeeting pour pouvoir faire apparaître seulement la caméra de Fabien. Donc il y a une option, vous pouvez faire l'affichage directement à l'intervenant. Donc comme ça va vous permettre de voir la caméra de Fabien un peu plus grosse quand il va commencer à faire sa démonstration de produit. Donc n'hésitez pas, si vous avez un souci, n'hésitez pas à me le dire dans le chat que je puisse essayer de vous aider, mais il y a une option pour pouvoir mettre en caméra, grossir la caméra de Fabien. Ensuite, n'hésitez pas à couper votre micro. Là, je vois que ça a déjà été fait. Mais vous pouvez laisser vos caméras allumées. C'est vrai qu'on est en comité restreint. Donc, vous pouvez bien sûr laisser vos caméras ouvertes. Comme ça, ça rend le webinaire un peu plus humain. Ensuite, pour les questions-réponses, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, à les poser au fur et à mesure. Comme ça, Aurélien et moi-même pourront vous aider. Et surtout, Aurélien pourra surtout répondre à vos questions tout au long du webinaire. Et comme ça évitera que les questions s'accumulent. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat et à couper vos micros et laisser vos caméras ouvertes comme Guillaume, je viens voir que vous avez ouvert vos caméras. N'hésitez pas Valérie également ou Thomas ou Stéphane d'allumer vos caméras. Comme ça, on vous voit et voilà. Donc merci à tous. Je vais laisser du coup Aurélien se présenter et Fabien également. Et je vous souhaite à tous et à tous un très bon webinaire et à tout à l'heure. Oui, merci Charline. Fabien, tu veux commencer peut-être ou je commence? Vas-y, vas-y. Ok. Mais écoutez, bonjour à tous. Merci de vous êtes connectés ce matin pour ce webinaire dont le sujet, comme l'a dit Charline, sera le calfeutrement des menuiseries extérieures. Pour me présenter très rapidement et laisser la main rapidement à Fabien. Donc, je suis le consultant technique SIGA sur la France et je me concentre principalement sur les Hauts-de-France et l'Île-de-France pour accompagner dès la phase de conception les maîtres d'œuvre, les architectes, les économistes, les bureaux d'études, dans les solutions techniques d'étanchéité à l'air de manière générale. On va vous présenter un petit peu notre société juste après. Ça fait maintenant 8 ans que un peu plus de 8 ans que je travaille chez SIGA. J'ai tous mes collègues qui rencontrent les artisans au quotidien. Et moi, je complète un peu l'exercice en rencontrant les donneurs d'ordre finalement. Ça depuis à peu près 1 an et demi où je me suis concentré à 100% là-dessus. Je suis aujourd'hui donc accompagné de Fabien, notre ingénieur d'application, qui va pouvoir reprendre le relais et rentrer dans le vif du sujet finalement. Donc je te laisse prendre la main, Fabien. Hop, je prends la balle. Merci, bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous, de vous accompagner pendant ce petit module moins d'une heure, 3/4 d'heure. Voilà, sur lequel on va traiter du calfeutrement des menuiseries. Je vais juste vous montrer un petit peu le plan pour que vous sachiez à peu près où on en est et comment va se passer ce petit module. Le premier, c'est faire connaissance. Donc, je vais vous présenter très brièvement SIGA, je vais me présenter également. Ensuite, on va faire travailler un petit peu les méninges, on va faire un petit peu de théorie sur le calfeutrement des menuiseries. Ensuite, vous donner un retour d'expérience de notre solution technique, voir comment ça s'est passé, depuis combien de temps, et puis surtout des trucs et astuces. Et dernier point, c'est de travailler sur les différentes conceptions au niveau du calfeutrement des menuiseries. Donc, vous voyez qu'il y a 4 icônes. Ces icônes seront apparents à chaque fois dans toute la présentation. Comme ça, vous saurez exactement à quel endroit on est. Sachant qu'à chaque fin de chapitre, on prendra une petite pause ensemble où ceux qui ont une caméra, j'arriverai à voir vos têtes et voir s'il y a des mots, des questions. Enfin voilà,
essayer de réagir en tout cas avec vous. Et peut-être, si vous avez des questions à ce moment-là, c'est avec grand plaisir qu'on y répondra au fur et à mesure plutôt que de répondre en bloc à la fin. Et en général, on a perdu la moitié des questions. Donc voilà un petit peu, ça va être agréable en tout cas et rapide. Donc je commence tout de suite par me présenter. Donc moi je suis Fabien. Donc je travaille au service technique chez SIGA. Ça fait maintenant 10 ans que je suis chez SIGA. Avant, j'étais ingénieur dans la construction de bois. J'ai fait l'école du bois à Nantes. Et je suis passé de l'autre côté du comptoir. Ça fait à peu près 10 ans maintenant que je suis chez SIGA et ça fait 8 ans que je suis au service technique. Donc, c'est moi qui vais vous présenter ce module. Donc, pour vous présenter SIGA, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous, vous connaissez pas encore forcément SIGA. Donc, SIGA, on est entreprise suisse, on est fabricant et on est spécialiste de l'enveloppe, de l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment. Alors, quand on parle étanchéité, c'est aussi bien extérieur, donc on parle des pare-pluis, des écrans de sous-toiture, mais surtout des solutions de raccordement. Nous, c'est une spécialité, c'est l'adhésif. Pour traiter vraiment tous les points singuliers du bâtiment, donc côté extérieur, mais aussi côté intérieur, avec les pare-vapeurs, freins vapeur, enfin les membranes intérieures, parce qu'on ne va pas rentrer dans ce débat, et tous les adhésifs également. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui sur ce module, alors même si nos clients historiques sont les charpentiers, les plaquistes, les constructeurs de maisons bois, ça fait maintenant presque 9 ans qu'on a développé, non, ça fait 10 ans, la solution Fentrim. Donc c'est une solution de calfeutrement des menuiseries dans la maçonnerie et aussi dans l'ossature bois, mais principalement historiquement dans la maçonnerie. Donc c'est ce que vous pouvez voir en icône, enfin en bas à droite, dans le mur maçonné. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. SIGA, alors comme je vous l'ai dit, entreprise suisse, on est vraiment basé en plein centre de la Suisse. Ici, vous voyez une photo de notre maison mère, hein, l'usine, sur laquelle le dernier étage, c'est tout un centre de formation. Donc là, c'est la première usine, tout le bâtiment administratif aussi. Et on a une deuxième usine située à 10 minutes de la première. On a 2 usines qui est à Charonne, donc juste à côté de Lucerne, pour ceux qui connaissent la Suisse. Et SIGA, c'est une entreprise familiale. Ici, vous voyez nos 2 patrons. On les malmène un petit peu. Ils l'ont bien mérité. Voilà, c'est Marco et Reto. C'est la 2e génération, en fait. C'est leurs parents qui ont créé l'entreprise SIGA, donc entreprise familiale. SIGA, pour l'anecdote, c'est SIGA. C'est les 2 premières syllabes du nom de famille de leurs parents. C'est Sibert et Gadient. Donc SIGA. Donc là, on est sur la 2e génération. On dit entreprise familiale, mais qui malgré tout a beaucoup grandi. Comme je dis à chaque fois, on passe plus à table tous ensemble maintenant. On est obligé de faire plusieurs services parce que on était 450 il y a peu de temps. Je pense qu'on a dépassé les 500 et aujourd'hui on est présent dans plus de 24 pays. Sachant que le berceau historique de SIGA, hein, c'est l'Europe. C'est là que ça a démarré, hein, la Suisse, l'Allemagne principalement. Et depuis que moi je suis arrivé à peu près depuis une dizaine d'années, la France est devenue un gros marché pour SIGA. Sachant qu'aujourd'hui, on est également présent en Amérique du Nord et puis même en Chine. En France, comment ça se présente? Donc c'est de la vente en direct avec directement aux artisans. Et aujourd'hui, sur la France, on a plus de 20 conseillers techniques, voilà, pour vendre et aussi faire le conseil et la formation sur les produits. Très rapidement, les 3 gros piliers de SIGA, ce qu'il faut retenir, c'est que on innove et on développe nous-mêmes nos produits. C'est-à-dire qu'on n'achète pas des produits chez un concurrent juste pour les revendre. C'est nos produits qu'on a développés en interne. On fabrique aussi nous-mêmes et également on fabrique pas pour les autres. C'est-à-dire que vous verrez pas de produits avec un autre nom qui a été fabriqué par SIGA. On vend ce qu'on produit et on produit ce qu'on vend. Et le 3e pilier qui est hyper important, c'est ce qu'on est en train de faire également là, c'est la formation. Alors la formation, on l'a fait à plein de niveaux. Premier niveau, on forme les applicateurs. Donc mes collègues vont directement dans les entreprises
former les poseurs, hein, pour leur dire voilà pourquoi il faut le faire, ce qui est hyper important, pour qu'ils aient envie de le faire correctement. Et ensuite, tous les petites techniques, les trucs et astuces qui permettent de vraiment s'assurer que la qualité de pose soit optimum. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai présenté la maison mère, je vous ai dit le dernier étage, c'est un centre de formation. Vous imaginez qu'avec la situation du Covid, c'est un peu plus compliqué de recevoir du monde. Donc, on s'est un peu renouvelé grâce à ces webinaires. Pour l'anecdote, Aurélien, aujourd'hui, c'est le 100e webinaire fait par SIA. C'est notre anniversaire de webinaire, donc je suis ravi de le partager avec vous. Donc voilà, et on fait aussi des formations en entreprise où on peut venir former les conducteurs de travaux, voilà, et les cadres sur une formation qui est effectivement plus théorique que si on formait directement les applicateurs. Voici un petit peu pour la présentation de SIGA. Maintenant, je vais aussi vous présenter la solution de calfeutrement qui s'appelle le Fentrim chez nous, qui est une membrane d'étanchéité. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être arrêter ma présentation maintenant et normalement, vous allez avoir le focus uniquement sur moi. Si je retrouve ma souris, elle est là. Donc là, vous devez me voir et tac, excusez-moi. Donc là, n'hésitez pas à afficher la personne qui parle directement dans l'option GoToMeeting pour pouvoir voir Fabien en plus gros. Voilà. C'est bon. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est une solution de calfeutrement par membrane d'étanchéité. Quand je parle de membrane d'étanchéité, ici, on voit que c'est une membrane qui est prépliée. Je vais vous montrer pourquoi. Il y a un prépli. Et elle est 100% autocollante. Et vous allez voir l'intérêt juste après. Alors pour ça, je vous ai préparé une maquette. Donc j'ai pris une solution voilà, assez facile, en tout cas à représenter. Donc on est sur un tunnel. Donc notre menuiserie, elle est à l'intérieur du tableau de menuiserie et en nu extérieur. C'est-à-dire qu'on est en affleurant, si vous regardez ici, elle ne dépasse pas. Donc c'est vraiment uniquement pour vous faire la démonstration. Bien sûr, il y a plein de situations de pose possibles. Là, l'idée, c'est que vous compreniez de quoi on va parler pendant ce futur module. Donc ici, j'ai ma membrane Fentrim. Et l'avantage, en utilisant la partie prépliée, c'est que je vais venir me positionner directement sur la menuiserie, sur le bord, comme ça, et je vais venir maroufler avec la main. Tac. Ensuite, je vais donner un coup de cutter. Tac. Et maintenant que j'ai appuyé, là je suis marouflé, je peux déplier la membrane. D'accord? J'enlève le papier de séparation. Voilà. Je maroufle bien. Donc, on commence toujours par le bas pour respecter le sens de tuilage et ensuite on passe sur les autres côtés. Et donc là, je viens faire la verticale qui est tout aussi simple. Donc là, je viens appuyer, créer le contact et là, je donne un coup de cutter. Hop, je déplie, j'enlève le papier de séparation et je maroufle au fur et à mesure de l'avancement. Voilà, je pense que vous avez compris le principe de ce calfeutrement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, l'habitude de calfeutrer les menuiseries avec des membranes d'étanchéité. En tout cas, c'est vraiment ce type de calfeutrement qu'on va aborder pendant le module à venir. OK. Juste pour info, ensuite, par exemple, là, j'ai fait une isolation par l'extérieur. Par exemple, cette menuiserie, qui est dans le cadre d'une ITE, sera ensuite habillée par l'ITE, qui sera soit enduit, soit ensuite bardée, tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bien sûr, la membrane ne reste pas apparente comme ça. J'y viendrai juste après. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des petits pouces? Sinon, on peut prendre vraiment
5 minutes. Je vais repartager mon écran, si j'y arrive, hein, bien sûr. Tac, l'écran. Je peux poser une question? Bien sûr, on est là pour ça. On est bien sur le dormant de la fenêtre, hein, on est d'accord. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Là, en fait, oui, c'est une bonne question. Là, j'ai pas l'ouvrant, hein, pour une question de. On est d'accord. Là, on voit bien, on n'a que le profil de dormant. Ouais. Ok. D'accord. Non, là, on parle vraiment d'une solution de calfeutrement du dormant, et c'est pas un joint entre l'ouvrant et le dormant. Tout à fait. Je suis désolé, je cherche à me remettre. Ah, voilà. Paf. Donc là, ce qui est présenté, c'est une pause une pause en tunnel en affleurant extérieur. Bien sûr, on pourrait vous présenter également la pause en applique extérieur, les pauses tunnel un peu différentes. Ce sera une solution très polyvalente. On a choisi cette pause-là parce qu'elle est plus simple à présenter en webinaire. Je vais en montrer d'autres tout à l'heure. D'accord. Je vais en montrer d'autres. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? S'il y a des questions, je peux encore y répondre. Sinon, on continue tout simplement. On passe à l'étape suivante. OK. Un petit pouce comme ça pour me dire c'est bon et on continue. Allez, je vous embarque avec moi et on part sur la théorie. Alors la théorie, vous allez voir, ça va être assez simple finalement. Le but pour moi, c'était déjà de rappeler une notion de vocabulaire. Le vocabulaire est important et moi je me rends compte aujourd'hui quand je parle avec des entreprises, on parle de mousse imprégnée, de comprimande, on parle pas forcément des mêmes produits, on parle de joints, on parle de calfeutrement, on mélange un peu les deux. C'est pas très grave, mais au moins qu'on parte sur la même base. Alors pour ça, je rappelle très rapidement la notion de calfeutrement et j'ai pris la définition du DTU 36.5, donc DTU des menuiseries, dans lequel on dit le calfeutrement, donc c'est le garnissage d'un joint qui sépare deux éléments, donc le dormant de la fenêtre et le mur, donc ou gros œuvre, et dont la fonction principale, donc dans le DTU, c'est d'assurer l'étanchéité à l'eau et ou à l'air. Donc c'est-à-dire que un joint, donc c'est le vide, et le calfeutrement, c'est ce qui vient remplir le vide. Donc le calfeutrement peut avoir deux rôles, soit uniquement à l'air, soit à l'air et à l'eau, donc les deux fonctions à la fois. Et parfois on dit qu'un calfeutrement, c'est une garniture d'étanchéité. Donc voilà, bien distinguer, le joint c'est le vide et le calfeutrement c'est ce qui remplit le vide. Alors souvent on entend dire je vais faire un joint, donc c'est pas le bon mot, mais bon, c'est pas essentiel non plus, on se comprend quand même. Maintenant, je vais balayer avec vous les différents textes, on va dire du plus obligatoire au moins obligatoire, et voir un petit peu que disent les différents textes. Donc pour ça, on va déjà parler de la RT 2012, qui va bientôt être remplacée, mais aujourd'hui, l'inconnu fait qu'on va parler de ce qu'on connaît. La RT 2012, donc c'est une réglementation, et de fait, comme c'est une réglementation, elle est obligatoire, on ne peut pas y déroger. Maintenant, posons-nous la question, mais qu'est-ce que ce texte nous impose au niveau du calfeutrement des menuiseries? Est-ce qu'il nous donne des techniques? Est-ce qu'il nous donne plutôt une obligation de résultat? Et effectivement, la RT 2012 en fait ne donne aucune spécification sur comment calfeutrer, quelle méthode utiliser. On dit juste, il faut être étanche à l'air, voilà, avec 0,6 m3 par mètre carré et par heure. Point barre, c'est-à-dire que chacun est responsable de la technique qu'il va utiliser. S'il veut le faire avec deux plaques de plâtre et un joint, ça fonctionne. Voilà, on ne dit pas que c'est pérenne, on dit qu'au moment du test, ça fonctionne. Donc, pas de règle de moyens, uniquement une obligation de résultat. Ensuite, il y a le DTU. Donc, le DTU n'est pas obligatoire, c'est une norme, c'est un contrat entre le client et l'entrepreneur. Et ce DTU, lui, rentre beaucoup plus dans les détails parce qu'il donne les spécifications, il dit quel produit on peut utiliser, quelles sont les caractéristiques du produit qui doivent être respectées, et il dit aussi comment poser le produit. Donc on rentre vraiment beaucoup plus dans le détail, sachant que le DTU, lui, donne aujourd'hui 3 familles de produits pour faire du calfeutrement.
la première, on va dire, historique, fond de joint plus silicone. La deuxième, les mousses imprégnées. Alors, c'est là qu'on certains disent les compribandes, les mousses imprégnées. Alors, c'est toujours un peu ambigu. Pour ça que nous, on parle de fond de joint et de mousse imprégnée. Le fond de joint, c'est ce qui sert à serrer un mastic, à faire le fond du mastic. Et une mousse imprégnée, c'est une mousse qui permet de faire l'étanchéité à l'eau et à l'air en même temps. Et la troisième catégorie, mentionnée par le DTU, c'est les membranes d'étanchéité. Donc, vous avez bien compris que c'est cette famille de produits qu'on va détailler aujourd'hui. Et on va dire le troisième texte, c'est les textes RAGE, on va dire. RAGE, est-ce que ça vous parle? Ouais, tout le monde? Ok. Règle de l'art Grenelle environnement. En fait, pour être le plus concis possible, il y a différents types de documents RAGE. Donc, document RAGE, c'est un programme PACT qui a été financé par l'Europe. C'était suite au Grenelle de l'environnement. On avait dit plein de belles choses pour faire évoluer le bâtiment et pour faire des économies d'énergie. Sauf que pour aller vite, on pouvait pas faire des révisions de DTU. Un DTU, ça met beaucoup trop de monde autour de la table, beaucoup trop de temps. Donc, ils ont fait des documents, on va dire, un peu intermédiaires qui s'appellent les documents RAGE. Alors, ils ont plusieurs statuts. Soit c'est un guide RAGE, donc qui n'est pas finalement aujourd'hui pris en considération par les assureurs, mais ça servira, on va dire, de brouillon ou de base pour le futur DTU, la révision du DTU. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que certains documents RAGE ont le statut de recommandation, et à partir du moment où c'est une recommandation, aujourd'hui, c'est considéré par les assurances. Donc, le contenu de ces documents est assurable, on va dire, au même titre qu'un DTU, finalement. Donc, toujours être vigilant sur le titre. Vous voyez, le document que vous avez sous les yeux, c'est un guide RAGE, donc c'est pas forcément pris en compte par les assurances. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des bases d'innovation dans ces documents. Et alors, ce document, il date de 2014, donc ça commence à dater. Et ce qui nous avait fait plaisir, c'est que c'était les tout débuts pour nous du Fentrim à l'époque, et ils avaient déjà utilisé toutes nos illustrations sur le Fentrim pour l'intégrer dans leurs documents. Donc, ça veut bien dire qu'ils ont considéré que les membranes d'étanchéité étaient une solution innovante qui pouvait apporter des économies d'énergie dans le bâtiment. Donc ça, c'était plutôt, on va dire, un bon pas pour nous, sachant qu'on n'avait pas du tout fait de lobbying là-dessus. Une reconnaissance déjà. Oui, une reconnaissance, exactement. Voilà, maintenant on va détailler un petit peu les membranes d'étanchéité. Vous avez plusieurs façons de poser les membranes d'étanchéité. La première, c'est de calfeutrer entièrement votre menuiserie sur les 4 côtés en n'utilisant que cette bande. C'est-à-dire que cette bande fera l'étanchéité à l'eau et à l'air. Un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, tout simplement. Alors là, vous me voyez un peu de loin, mais là, si je fais les 4 côtés avec ma bande, voilà, j'ai plus besoin de mastic, j'ai plus besoin de mousse imprégnée. C'est une autre solution de calfeutrement. Ça, c'est le premier cas. Et selon le DTU 36.5, quand vous êtes en applique extérieure, vous avez de toute façon une obligation de poser une membrane en partie haute. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Alors ici, vous voyez hein, sur l'image de droite, toutes les parties hautes sont protégées par une membrane d'étanchéité. Parce que l'étanchéité principale, on va dire, est faite soit par un silicone, soit par une mousse imprégnée. Et je vais vous montrer la raison. Voilà, normalement, vous me voyez que moi, c'est ça? On va dire que j'ai une maquette ici, d'accord? On est sur un angle supérieur d'une menuiserie en applique extérieure. Imaginez qu'ici, vous êtes calfeutré de toute façon sur les 4 côtés avec un mastic ou avec une mousse imprégnée. On va se mettre de profil, comme ça. Alors, je vais essayer de me régler au mieux par rapport à vous. S'il pleut, ici, le risque, parce qu'il y a toujours un écart, c'est que l'eau, elle stagne au niveau du joint. Donc ça, c'est pour ça que le DTU dit non, quel que soit votre système de calfeutrement, vous devez rajouter une bande qui va chasser l'eau pour qu'elle soit redirigée vers l'extérieur. C'est pour ça que le DTU impose cette bande de toute façon en partie haute. C'est compris?
Enfin, je pense que peut-être que vous le saviez déjà. Mais voilà, c'est pour préciser pourquoi cette bande est nécessaire. Donc on voit deux façons. Soit on est en protection secondaire, uniquement en partie haute. Dans ce cas, il faut savoir que le DTU dit la bande doit dépasser de 10 cm de chaque côté ou revenir en partie verticale, avoir un retour de 10 cm en vertical. Ici, on voit que le choix a été fait ici de dépasser. Ils ont même fait complètement un linéaire, en fait, tout simplement pour protéger la partie haute. Hop, je repartage ma caméra. OK. Maintenant, on va rentrer dans le détail des exigences du DTU sur les différents produits. On parle de mastic. Donc, c'est aujourd'hui le label SNJF qui est la certification des mastiques, ou équivalent. On dit toujours équivalent parce qu'on n'a pas le droit d'imposer finalement une certification. Mais aujourd'hui, c'est le label SNJF qui a le monopole. Donc, aujourd'hui, les mastiques sont sous SNJF. Ça, pas de souci. Maintenant, on prend les mousses imprégnées. Que demande le DTU? Il dit, voilà, les mousses imprégnées doivent être sous cahier des charges validé par un organisme compétent, à savoir un bureau de contrôle. On appelle ça aussi les ETN, les enquêtes de techniques nouvelles. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Il faut savoir qu'une ETN, c'est un document interne fait par les bureaux de contrôle, à savoir le responsable technique menuiserie France de chez bureau lambda, on va dire, le bureau de contrôle. C'est lui l'expert de la menuiserie. Il va dire, bon, bah moi j'ai regardé le produit de chez Intel, j'ai demandé les tests, ils m'ont fourni les tests, donc moi, responsable technique du bureau de contrôle, je le valide. C'est-à-dire que tous les chargés d'affaires nationaux n'ont pas besoin de demander les détails à chaque fois, ils valident de fait le produit. Mais c'est un document interne à un bureau de contrôle, c'est-à-dire qu'un autre bureau de contrôle peut refuser une ETN. Je vais prendre un exemple très concret. Si une ETN est validée par Socotec, aujourd'hui, Veritas peut dire, bah non, c'est Socotec qui s'engage. Moi, Veritas, je ne suis pas d'accord avec le référentiel demandé par Socotec. Donc, c'est vraiment un document interne. Il faut le comprendre. Et aujourd'hui, ça a pris des proportions qui sont plus grandes, mais ça reste sous la responsabilité du bureau de contrôle. Et pour les membranes d'étanchéité, c'est pareil, exactement. Le DTU demande un cahier des charges validé par un bureau de contrôle. Voilà, c'est le bureau de contrôle qui s'engage. Alors, si on regarde maintenant un schéma qui est ultra important, c'est le schéma de l'agence qualité construction. On va regarder surtout la ligne du bas. Et vous allez voir, il y a deux couleurs, orange et vert. Plus on part de la droite, plus on est innovant. Plus on va vers la gauche, plus on est une solution historique. Et on regarde ici, par exemple, tout à droite, on a les ETN, donc les enquêtes de techniques nouvelles, les cahiers des charges validés par les bureaux de contrôle, pardon. Et on voit que c'est une technique non courante. Ensuite, alors, il y a tout ce qui est ATEX défavorable, règles pro qui sont pas validées par la C2P, mais plus on se déplace vers la gauche, on voit qu'il y a ATEX favorable. On a les avis techniques, les règles professionnelles. Et plus on avance, plus on a le Saint Graal, à savoir le DTU. Et on voit bien, tout à l'heure, je vous ai parlé des recommandations professionnelles à rage. Donc, on ne parle pas des guidrages, mais recommandations. On est dans des techniques courantes, donc validées. La grosse différence qu'il faut retenir entre le vert et le orange, c'est que quand vous êtes vert, vous êtes validé par les assurances. Quand vous êtes orange, vous n'êtes pas validé par les assurances. À savoir, donc, si votre produit est sous cahier des charges validé, normalement, l'entreprise qui pose le produit doit contacter son assurance pour dire « Bonjour, monsieur l'assureur, aujourd'hui, je vais poser un produit qui n'est pas une technique courante. » Et puis, en gros, on va discuter d'une surprime d'assurance, voire même un refus de l'assureur. Mais voilà la distinction entre le vert et le orange. Donc, on voit bien que aujourd'hui, dans le DTU, les mousses imprégnées et les membranes d'étanchéité sont des techniques non courantes. Donc, l'entreprise est censée prévenir son assureur.
Voilà, on est en orange. Et donc, ça, on l'a bien saisi, ce problème-là. On l'a bien eu dans les dents longtemps. C'est pour ça qu'on a travaillé sur le fait de faire une ATEX. Donc, je vais vous expliquer ensuite ce que c'est une ATEX. Aujourd'hui, on est la seule membrane du marché français. De toute façon, c'est un système qui est uniquement français, donc du marché, à être sous ATEX. Les autres produits aujourd'hui sont sous cahier des charges, donc technique non courante. Alors une ATEX, c'est quoi? Et c'est toute la différence avec un cahier des charges validé, c'est que c'est une appréciation technique expérimentale. Donc c'est pas un engagement uniquement d'un bureau de contrôle, c'est que là pour valider ça, c'est instruit par le CSTB. Il y a tous les experts de toutes les professions du bâtiment qui valident le produit. C'est-à-dire qu'il y a les architectes, il y a les représentants des industriels, il y a les représentants des bureaux de contrôle. Je ne sais pas s'il y a le représentant, en tout cas ils n'étaient pas là, des économistes. Enfin voilà, c'est-à-dire que tous les corps de métier sont représentés et valident le produit sur une base de rapport de test. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que le produit ne peut pas être refusé par un bureau de contrôle. Et gros avantage, c'est que là, on passe dans le vert. Et si on est dans le vert, on est assurable. Donc, plus du tout de problème au niveau déjà de blocage par les bureaux de contrôle sur les chantiers. Ça, c'est déjà un gros point qui est levé. Et deuxièmement, en cas de litige, tout le monde est tranquille. Alors, pour avoir une ATEX, on a mis 7 ans hein, parce que le marché n'était pas mûr, les gens n'étaient pas non plus encore trop prêts à faire ces démarches. Il a fallu qu'on montre patte blanche. Alors pour montrer patte blanche, je vais faire très rapide puisque c'est pas le but de ce module de rentrer trop dans le détail. Mais on a fait beaucoup de tests sur le produit en lui-même pour montrer sa résistance mécanique avant et après vieillissement, bien sûr, et aussi sa capacité à coller parce que c'est un produit, comme je vous ai dit tout à l'heure, autocollant, mais qu'on peut coller sur maçonnerie sans primaire. Il n'y a pas besoin de primaire. C'est là la le gros apport technologique qu'on a fait avec ce produit. Et donc, on l'a testé sur du béton lisse, voilà, ce qui ne représente pas forcément la réalité. Donc, on a testé sur du rugueux, sur de l'aluminium anodisé, de l'aluminium thermolaqué, et aussi sur des pare-pluies parce qu'on revendique le calfeutrement dans l'ossature bois. Donc, on voit bien que les tests, ils sont faits sur des échelles de température, donc de -20 à plus 80 degrés, avec des humidités relatives qui vont jusqu'à 90%. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des normes, on va dire, européennes, normées. Enfin voilà, c'est dans le référentiel du CSTB. Donc ça, c'est pour tester le produit. Et ensuite, le produit, il est testé en œuvre pour savoir si on peut avoir le meilleur produit du monde sur le papier, mais s'il ne se comporte pas bien voilà, sur le terrain, ça ne sert à rien de le mettre sur le marché. Donc là, on a fait des tests AEV. Je ne sais pas si ça vous parle, les tests AEV, les bancs d'essai. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'idée, là, vous avez un grand mur bleu. Donc, il y a un trou dans ce mur bleu. C'est par là qu'arrive l'air. Et puis, vous avez un tuyau jaune qu'on peut voir à travers le vitrage. C'est là qu'on apporte l'arrosage. En fait. Donc, à partir de là, on va faire des cycles, pression, dépression, avec de l'eau. Et puis, on va monter de plus en plus en pression jusqu'à atteindre jusqu'à trouver une fuite, hein, finalement. Donc là, on voit que c'était une applique extérieure. Donc, ce qui est important de remarquer, c'est que le produit a été testé sans revêtement extérieur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura de toute façon soit un bardage, soit un enduit, soit, enfin voilà, il sera de toute façon recouvert. Tous les tests qui ont été faits, le produit était à nu, donc dans des conditions qui étaient beaucoup plus défavorables que la réalité. Bon, je rentre pas dans le détail. Ensuite, on fait plein de cycles, pression-dépression avec de l'eau. On fait ces 2 jours et demi de pression-dépression, 10 000 cycles avec plus 600, moins 600 pascal. C'est énorme. Sachant que pour valider le test, il faut avoir 600 pascal. Nous, on est monté jusqu'à 900 pascal, parce qu'on avait un bon comportement. Alors, on dit 900 pascal, ça fait beaucoup de personnes, tout ça, mais ça représente quoi dans la réalité? Les pascals, juste pour vous donner, parce que moi, ça m'a aidé aussi à mieux comprendre à quoi ça correspond 900 pascal dans la réalité. Parce que souvent, vous allez voir sur des fiches techniques de produits,
Ça, c'est un joint à 600 pascal, ça, c'est un joint à 300 pascal. Donc là, il y a un tableau de correspondance, c'est 900 pascal, c'est 135 km/h de vent, mais on parle pas de rafale, hein, on parle de courant continu. Ou alors, pour ceux qui font un peu de voile ou d'aviation, c'est 12 Beaufort. Alors maintenant, on va regarder à quoi correspondent 12 Beaufort. C'est la dernière ligne du tableau, tout en rouge, en bas. Autant vous dire qu'il faut sortir le ciré, puisque c'est des conditions d'ouragan. Donc, voilà, c'est des conditions qui sont très rares. Donc, on voit que le produit a été testé dans des conditions qui sont, en termes de pression de vent, très très fortes. Et en termes d'arrosage, vous avez vu le petit tuyau tout à l'heure qui apportait de l'humidité. Le débit, c'est 480 litres heure. Sachant que la fenêtre, elle fait à peu près 2 mètres carrés, ça fait à peu près 200 litres heure. Juste pour donner une référence, quand il y a un événement majeur, c'est 100 litres heure par mètre carré. Alors quand une pluie forte, c'est 8 litres heure. Donc on est vraiment sur des tests qui sont ceinture et bretelles pour pouvoir valider le produit. Voilà, pour moi, c'est le moment de faire une petite pause, souffler, savoir si vous avez des questions, peut-être, par rapport à ce que vous venez de voir, aux différentes exigences sur les différents produits. Si tout va bien, n'hésitez pas à dire OK, on continue. Si vous avez des questions, on peut prendre le temps de OK, ça marche. Pas de questions. Eh ben, je continue. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, souvent dans la terminologie que vous utilisez, vous les économistes, vous parlez de PC600. Donc PC600, c'est un terme que vous connaissez. Donc PC600 qui signifie bien donc un joint, peu importe lequel, résistant à 600 pascal à la pression d'eau. C'est souvent le terme qui revient. Et donc voilà, c'était juste pour étayer ce que Fabien disait juste avant. Ça marche. OK. On va passer sur vous donner un petit peu un retour d'expérience sur ce produit qui commence à être important parce que si on regarde les chiffres hein, depuis qu'il est sorti, ça fait bientôt 10 ans maintenant. En France, uniquement la quantité de Fentrim posée depuis le début, ça correspond à 5,5 millions de mètres linéaires. C'est quasiment la distance Paris-New York, si on les mettait tous les uns au bout des autres. Alors c'est juste pour avoir une notion, hein, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le berceau historique, c'est pas la France hein, pour SIGA, c'est l'Allemagne, la Suisse. Juste pour vous donner une idée, on est une vingtaine en France. Ils sont plus de 80 commerciaux et conseillers techniques en Allemagne. Donc c'est juste pour vous donner une échelle entre la France et l'Allemagne. Donc au global, aujourd'hui, c'est plus de 1,5 fois le tour de la Terre, donc 40 millions de mètres linéaires de Fentrim qui ont été posés. Donc, on a... Pardon? 60 millions. Oui, 60. Oui, t'as raison. T'as raison. Le tour de la Terre, c'est 40 000 mètres linéaires, 40 000 kilomètres. Donc, c'est 60 millions. Tu as raison. Voilà. Juste pour vous dire, voilà, on a un bon retour sur ce produit. Et surtout, on l'a dans les différentes configurations de pose. Tout à l'heure, je vous ai dit, on peut utiliser le produit uniquement pour calfeutrer, enfin, le produit seul pour calfeutrer les quatre côtés. Là, c'est ce qui s'est passé sur l'hôpital de Mulhouse. Donc là, on voit vraiment la bande Fentrim noire sur les quatre côtés. C'est ce qui calfeutre la menuiserie. On a d'autres configurations de pose, comme on a vu tout à l'heure, uniquement en partie haute pour protéger et dévier l'eau qui viendrait du dessus. Ensuite, on voit qu'il y a l'isolation extérieure qui vient. Et on a également des cas comme cette très belle réhabilitation de 450 logements où finalement ce sera une isolation par l'extérieur et le calfeutrement des menuiseries a été fait en rénovation avec le Fentrim. Voilà, c'est juste pour vous donner des exemples et des comment a été posé le Fentrim. Fentrim peut être posé dans toutes les configurations de pose des menuiseries. On parle d'applique extérieur, on parle de nu, d'affleurant extérieur aussi, de tunnel. Il y a une pose
qu'on va pas forcément revendiquer, qui est certes une des poses les plus utilisées dans le logement français aujourd'hui, c'est l'applique intérieure. Pourquoi on ne revendique pas une applique intérieure? Tout simplement, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le produit n'est pas voué à être exposé à vie, déjà pour une question esthétique. On n'a pas tous envie d'avoir une bande noire côté extérieur. Donc le produit doit être habillé. Ici, si on regarde l'applique intérieure, il y a toujours un seuil maçonné. Et ce seuil maçonné, on aura du mal à venir l'habiller et en tout cas à venir appliquer la bande Fentrim en partie basse, sachant qu'il y a toujours le surbeau, enfin l'appui de fenêtre. Le rejingot, pardon, aura toujours un profil avec un angle qu'on aura du mal à traiter avec le Fentrim. Donc, que ce soit clair, enfin, le produit n'est pas destiné à l'applique intérieure. C'est la seule application qu'on ne vise pas. Tout le reste, ça fonctionne très bien. Bien sûr, on aura des alternatives de traitement d'étanchéité des menuiseries en applique intérieure en fonction des chantiers. Le ratio, il est de 1 pour 2. C'est-à-dire on gagne 50% du temps en pose. Ça se comprend bien, en fait, c'est qu'on n'a pas de mastic à poser, que la membrane, elle est directement autocollante, donc elle est positionnée tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème même de temps de séchage du mastic. Donc, nous, c'est le retour qu'on a très régulièrement des mastiques, c'est que tant qu'il n'est pas sec, la membrane, elle peut encore tomber. Il faut vraiment appuyer. Donc, il y a plusieurs produits à appliquer. Au global, c'est 50% du temps gagné comparé à un EPDM plus mastic de collage. Voilà, bon, c'est dommage parce que la vidéo, je vais revoir cette présentation parce que c'est dommage. L'information est importante. C'est toujours mieux si vous pouvez le voir à la base sur des images de chantier plutôt que moi je vous le dise. C'est pour ça que la vidéo m'intéressait, mais ça saccade. Comment on gère la fixation sur les fixations métalliques? J'y viendrai tout à l'heure. D'accord? En tout cas, ça tombe bien, là, c'est une question. C'est que de toute façon, il y a deux manières de gérer les fixations métalliques. C'est soit elles passent par-dessus, je vais vous montrer, ou il faut faire des patchs ponctuels au niveau des fixations mécaniques. Mais l'idée, c'est quand même de passer. Alors, soit on passe au-dessus de la fixation métallique, comme ça, on n'a pas de risque de perforation, ou alors on peut poser la fixation métallique au-dessus de la bande Fentrim. Par exemple, si je prends mon cas ici, ici, j'ai pas d'équerre. Il faudrait que tu coupes le partage dans ces cas-là. Ah oui, exact. Si on va prendre ça. Alors, j'ai pas forcément la bonne membrane. On va dire fixation mécanique. Hein. Ici, vous avez la menuiserie en applique extérieure. Donc, l'idée, c'est de venir ici. Je suis désolé, j'ai pas la bonne largeur. Venir et on vient plus loin, tout simplement. On va passer par-dessus. Une autre option, ça peut être, si votre membrane est plus courte, de venir faire des patchs avant, venir patcher, protéger la fixation métallique et ensuite passer par-dessus avec la membrane. Donc ici, vous avez de toute façon protégé votre fixation mécanique. Ok. C'est possible aussi de perforer la membrane. On peut faire un trou dans le Fentrim, ici, à condition que c'est l'endroit, bien sûr, où on est collé dans la maçonnerie. D'accord? Il faut s'assurer qu'on est 5 cm autour de bien encollé, mais la fixation métallique peut vraiment, on peut venir perforer ici. Ce qu'il faut juste s'assurer, et c'est logique, c'est pas de venir perforer dans le joint, forcément. Si on perce dans le joint, l'eau va pénétrer directement. Par contre, si on perce dans une partie collée, derrière, on a des solutions de réparation avec un mastic aussi. Alors tout ça, c'est dans la texte. Mon but, c'est pas forcément de rentrer dans tout le détail de mise en œuvre du produit. Ça, c'est peut-être plus Aurélien qui peut vous le faire individuellement par la suite. Là, c'est une présentation générale et surtout vous apporter un peu de théorie sur les menuiseries. Je trouve ça très important en fait, de savoir pourquoi on le fait. Ce que je souhaite compléter tout de même, c'est pour continuer de répondre à la question, c'est que les fixations métalliques, d'expérience, on passera avec les bandes Fentrim
donc de largeurs différentes. On a vraiment beaucoup de largeurs différentes, hein, de 75 mm à 300 mm en standard, et on peut bien sûr faire au-delà en tant qu'industriel pour s'adapter à tous les profils. Et d'expérience, tous les industriels de la menuiserie qui travaillent avec nous depuis de nombreuses années systématiquement passent sur des largeurs suffisamment larges en une fois, en une pièce, tout simplement parce qu'ils vont gagner en temps de pause et que le rapport de prix entre l'achat du fan trim dans la bonne largeur tout de suite et le temps de pause est indiscutable finalement. Les deux solutions fonctionnent. Le patch en bout d'équerre plus le chevauchement d'une bande fan trim fonctionne, mais c'est extrêmement rare que ce soit la solution adoptée économiquement. Ok, merci. Hop, voilà. S'il y a d'autres questions, sinon, petit pouce, on continue. Pas de questions. Ok, merci Florian. Ok, maintenant on va travailler un petit peu sur les différentes configurations de pose. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré uniquement un affleurant extérieur. C'est hyper important pour moi de vous montrer une configuration de pose qui pose problème aujourd'hui. Et je vais vous le détailler, pourquoi ça pose problème. Voilà, ici. Là, vous me voyez moi, hein, vous voyez pas mon... Là, vous avez la vidéo. Ok, très bien. Ce que je vais aborder avec vous, là, c'est vraiment de travailler sur un cas typique. Donc, c'est vraiment le tunnel, mais pour lequel il n'y aura pas d'isolation extérieure. On est dans un tunnel pur et dur, sur lequel il y a un enduit intérieur, un enduit extérieur. Et on a notre menuiserie ici, le mur qui est là. Et là, je ne vais pas vous faire travailler, on le fait chez nous en formation. Et je demande aux gens de calfeutrer cette menuiserie. Okay. Pour calfeutrer, il y a plusieurs techniques. On va dire que la technique la plus utilisée, à chaque fois, en fait, on dit, bah, moi, pour calfeutrer cette menuiserie, solution classique, je vais mettre un fond de joint et un silicone. Alors, est-ce que c'est ce que vous auriez fait? Alors, je vois pas vos vidéos, mais ceux qui ont la vidéo allumée, est-ce que c'est ce que vous auriez fait? Oui. Est-ce que c'est pas ça que vous auriez fait? Parce que oui, vous auriez fait ça, très bien. Ok. Alain, t'aurais fait ça, toi? Ouais. Voilà. C'est une solution. Alors, mon joint est très très gros, mais globalement, c'est ce qui ressort. Alors maintenant, je vais vous montrer. On a une Pardon? remarque dans le chat également de Yann qui dit c'est mousse et compribande. Donc c'est vrai que le fond de joint souvent est remplacé par un compribande, par une mousse imprégnée finalement, plus le mastic. Ouais. La solution ceinture et bretelle. C'est-à-dire C'est que, ça. ouais, ok. Je rentre pas dans ce débat, même si c'est hyper intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, les gens n'ont tellement pas confiance dans les mousses imprégnées qu'ils en mettent un mastic devant. Donc, en fait, on est pénalisé parce qu'on paye cher un produit qui sert uniquement de fond de joint. Oui, parce qu'on se peut rappeler, c'est que la mousse imprégnée est censée s'utiliser seule, sans silicone ou sans mastic dessus. Et c'est la limite en fait en exécution. Et par habitude, c'est vrai qu'on retrouve souvent un silicone dessus. Ouais. Et c'est beaucoup les archis qui demandent de rajouter un mastic. Mais bon, c'est pas le débat. Mais c'est intéressant en tout cas de voir que bah, ceinture et bretelle, aujourd'hui, on a tendance à utiliser deux produits alors que chacun pourrait s'utiliser indépendamment seul. C'est qu'il y a un souci sur l'un des produits. Non, mais normalement, on a un couvre-joint qui termine. Normalement, il y a un couvre-joint qui termine. Eh oui. Là. Eh oui. Ouais. Alors, pas tout le temps, ici. Alors, pour une question d'esthétique, en extérieur, moi, oui, je vois très peu de... l'esthétique, oui. Ouais, c'est comme couvre-joint, c'est le critique qui fait qu'on rajoute un joint à la pompe. C'est ça un joint à la pompe, parce que le compribande, c'est vraiment pas bon, ça laisse un vide. Excuse-moi, Alain. Du coup, j'ai pas... Oui, la mousse imprégnée, le compribande n'est pas joli esthétiquement, donc on rajoute un silicone.
Voilà, C'est c'est vrai. plutôt la raison. C'est ça ou un couvre-joint. C'est plus une Ou un question couvre-joint. d'esthétique que de ceinture de bretelle. Et pour autant, le DTU dissocie bien les deux applications différentes. La mousse imprégnée est censée s'utiliser seule parce elle est résistante à 600 pascal quand elle est bien appliquée, quand les conditions le permettent. Ok. Donc aussi pour une question esthétique, en tout cas pour ce retour. Voilà. Maintenant, on va prendre des conditions extérieures classiques. Alors, je prends des solutions. On va prendre 0 degré. Parce qu'on n'est pas en Suisse et qu'on n'a pas des hivers aussi rudes. Moi, je suis basé à Nantes, pardon, je ne vous ai pas dit tout à l'heure. On a des hivers plutôt doux et on va prendre la température intérieure classique, le fameux 20 degrés de confort, même si c'est discutable, et on va prendre 60% d'humidité relative. Ok? Voilà, on est bien, on est à l'intérieur, il fait chaud, et côté extérieur, bah, il fait plus froid. Maintenant, la question, c'est quelle température on va avoir ici, au niveau intermédiaire, au niveau du joint. J'ai pas la réponse précise à vous donner. Ce qui est certain, c'est que ce sera une température qui sera entre 20 degrés et 0 degré, quelque part. Arbitrairement, je vais prendre 5. 5 degrés, vous allez voir pourquoi, sachant que cette valeur, elle est juste là pour l'exemple. Maintenant, je vais repartager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon diagramme? Ça semble bon. Ouais. Alain, t'es le seul. Super, merci Alain. On retourne à l'école un petit peu. Ça s'appelle le diagramme de Mollier. Je ne veux pas vous faire peur. C'est juste un petit rappel sur ce diagramme qui est ultra important, qui est très utile et finalement assez simple quand même à utiliser. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux axes. L'axe horizontal, c'est les températures et l'axe vertical, c'est l'humidité absolue. Donc l'humidité absolue, si vous voulez, c'est la quantité d'eau en grammes que vous avez par kilogramme d'air sec. Donc c'est vraiment une quantité, vous le prenez comme ça. Et les courbes que vous avez en biais là qui montent à chaque fois, ça c'est l'humidité relative. Donc c'est le pourcentage d'eau par kilogramme d'air sec. Donc ce qui est important de voir, et c'est ce qu'il faut vraiment comprendre dans ce diagramme, c'est qu'en fait, plus l'air est chaud, plus il est capable d'absorber de l'humidité. Alors, je vais arrêter le partage. Je vais faire une tentative d'explication. Là, vous me voyez normalement, c'est moi que vous voyez, non? Ah On non, est là, tous j'ai sur coupé ma ça. caméra, pardon. Ah, c'est bon. Là, c'est moi que vous voyez, non? Ouais. Ok. Je vais tenter ma petite explication avec deux bocaux. C'est-à-dire que là, c'est mon bocal, ça, c'est mon volume d'air à 20 degrés. Donc, il a un certain volume. Donc, ça, c'est la capacité de l'air à stocker de l'humidité à 20 degrés. Si mon air descend à 5 degrés, bah, il est capable en proportion d'absorber moins d'humidité. C'est-à-dire que quand je suis, on va dire, on regardera tout à l'heure, à 50% d'humidité à 20 degrés, si je réduis ma température, là on voit bien que je suis qu'à 50%, mon volume d'eau, ça va pas déborder, c'est bon. Et ben à 5 degrés, on n'est plus du tout à 50% d'humidité, on est quasiment à 100%. Voilà, juste pour tenter d'expliquer très simplement que plus il fait froid, moins on a de place pour stocker de l'humidité dans une masse d'air. Je repartage l'écran. Voilà, là vous voyez mon écran. Et si on prend un exemple typique, voilà, 50% d'humidité, à 0 degré ou à 5 degrés, on est à peu près à 2,5 grammes d'eau par kilogramme d'air sec, alors que si on prend à 20 degrés, on est quasiment
à 7,5. Donc on stocke 3 fois plus d'eau à 20 degrés qu'à 5 degrés. Voilà l'idée. Bon, peu importe, on est dans notre pièce. On est dans notre pièce et on va se rapprocher de notre fenêtre. Vous savez quand vous avez sur vos menuiseries les taches noires qu'il y a tout autour de votre menuiserie là, c'est un problème de condensation. Bah, c'est ce phénomène-là qu'on va essayer d'expliquer ici. Voilà. Normalement, vous voyez le diagramme. Je suis dans ma pièce, je suis à 20 degrés, 60% d'humidité relative. On est sur le point rouge. Ensuite, je reste toujours dans ma pièce, je me rapprocher de ma menuiserie. Donc, finalement, la quantité d'eau dans l'air ne bouge pas, il n'y a que la température, parce que je me rapproche de ma menuiserie qui va changer. Donc, je vais me déplacer horizontalement, comme vous pouvez le voir là sur le schéma, et je vais passer de l'autre côté des 100%. Donc, ça veut dire qu'en gros, l'eau déborde de mon bocal. Donc, je passe de vapeur d'eau à eau liquide. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Eh ben, j'ai un point de rosée, donc je commence à condenser à cet endroit-là. Et tout à l'heure, je vous disais, vous voyez, moi j'ai pris 5 degrés, mais on voit que de toute façon, un air à 60% d'humidité et 20 degrés, il condense déjà à 12 degrés. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'étais vraiment, on va dire, même plutôt sécuritaire dans mon hypothèse. Voilà un petit peu l'explication du... alors, je vais enlever le... Tac. Là, normalement, c'est moi que vous voyez. Donc, on voit qu'ici, ça condense. Donc là, on a un problème. Maintenant, il faut résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, on n'a qu'à utiliser le diagramme de Mollier qui nous dit comment le résoudre. Et il nous dit, si on prend l'axe horizontal, il faut jouer sur les températures. C'est-à-dire que plus on a une température chaude, moins on a de risque de condensation. Alors, pour réchauffer cet endroit-là, le réflexe, ça va être d'isoler. D'accord? Et ensuite, il dit, ah ouais, mais en fait, moins tu as de quantité d'eau dans l'air, moins tu risques de condenser. Alors dans ce cas, ce qu'on va mettre, on va mettre une membrane, un pare-vapeur, ici. Voilà. Comme ça, on chauffe et on limite l'apport d'humidité, donc il y a beaucoup moins de risque de condensation à cet endroit-là. Voilà ce que nous enseigne un petit peu ce cas pratique qui, j'en conviens, est le cas le plus défavorable qu'on puisse voir, parce que je vais vous remontrer ça tout à l'heure. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, en Suisse, en Allemagne, aujourd'hui, ils imposent, si vous voulez, les joints à 3 niveaux. On va dire que chaque niveau a un rôle différent. Il y a le rôle extérieur, finalement l'étanchéité à l'eau, le rôle du milieu isolation et le rôle intérieur par vapeur. Finalement, toutes les couches qu'on peut retrouver dans un mur ossature bois ou dans n'importe quelle structure. En fait, ce que disent les Suisses et les Allemands, c'est que le calfeutrement, pardon, je me fais prendre à mon propre piège, le calfeutrement doit avoir les mêmes propriétés que le mur lui-même, ce qui est tout à fait logique. Alors maintenant, c'est bien beau de parler de la France et de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Allemagne. On est en France, donc on va discuter entre Français. Et donc là, ce que je vais faire, je vais prendre les différentes configurations de pause qu'on rencontre en France et puis vous montrer qu'en fait, on n'est peut-être pas si mauvais que ça. Alors, je vais repartager mon écran. Hop, là. Je reviens sur mes schémas. Plus besoin de voir le tableau. Tac. Voilà, on est sur une applique extérieure. On voit qu'il y a une isolation qui vient. Alors, soit on peut voir la distinction entre le schéma de gauche et de droite. Soit l'isolation vient complètement recouvrir le dormant, donc ça nous laisse l'opportunité de venir coller le fentrim ou la membrane sur la face de la menuiserie, ou alors on vient pas tout à fait habiller le dormant, donc on peut se coller sur le champ. On a le choix, l'un ou l'autre, ça change pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà. Et ce qu'on peut regarder, c'est qu'en fait, ce fentrim, il est recouvert de l'isolant,
qui lui est recouvert par l'enduit. Et l'enduit, c'est ce qui fait l'étanchéité à l'eau. Et l'enduiseur doit normalement faire un calfeutrement entre son enduit et la menuiserie. En fait, on retrouve ces fameux 3 niveaux qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc le Fentrim qui fait l'étanchéité à l'eau et à l'air, l'isolant et l'enduit qui fait. Donc on a bien nos 3 niveaux, même si on le fait sans vraiment avoir conscience, ni même que ce soit écrit dans nos normes. C'est l'enduit ou un pare-pluie, hein, si on était sur un bardage, par exemple. Ou un pare-pluie si on est sur un bardage, tout à fait. Situation analogue, hein, là on est sur un nu extérieur. Le premier, la mise en œuvre que j'ai faite tout à l'heure. Alors il y a 2 configurations. Là il y a l'isolant qui vient par devant, donc c'est intéressant. Donc là c'est vraiment le cas le plus facile d'application. La solution, on va dire suisse, et que nous on recommande, bien sûr, c'est de mettre un isolant et un pare-vapeur côté intérieur, sachant que si l'isolant de l'ITE vient suffisamment sur le dormant, on a coupé le pont thermique. Et donc, il y a le cahier 3709 du CSTB qui lui explique comment calfeutrer derrière une ITE. Lui, il n'impose pas de mettre l'isolant et le pare-vapeur côté intérieur. Donc ça, c'est vraiment à la charge de l'entreprise de s'assurer qu'il n'y ait pas de pont thermique, qu'il n'y ait pas de risque de condensation côté intérieur. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est que il y a la solution sécuritaire et il y a la solution conforme au cahier du CSTB. Dans la mesure où il y a suffisamment de recouvrement de l'isolant. Et d'ailleurs, pour répondre à cette question, le contenu du cahier du CSTB, ils disent quoi? Ils disent que l'isolant doit revenir de toute façon sur le dormant de minimum, je ne sais pas si vous arrivez à voir. 25 mm. Exactement, merci Aurélien. C'est 25 mm de recouvrement. Donc ça, c'est pour éviter les fameux ponts thermiques qu'on vient de voir. Une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir enchaîner sur le schéma suivant, qui est quasiment le même. Hein. Tout à l'heure, on était en nu extérieur, là on est en tunnel, mais il y a toujours une ITE, donc il y a toujours ce pont thermique qui est protégé, on va dire, par l'isolant. Donc soit on met la solution 100% sécure à gauche. Je vous coupe. Pont thermique ou point de rosée? Bah, le pont thermique va entraîner le point de rosée. En fait, le pont Ok. thermique, c'est ce qui va diminuer la température. D'accord? Et puis le point de rosée, en fait, c'est le point de saturation qui est lié aussi bien à la température qu'à l'humidité. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. C'est ce qu'on voit sur le schéma de gauche là. Le fait de Oui. mettre un pare-vapeur, donc on Ce que assèche je veux l'air. dire, oui, pardon, Ouais. allez-y. Vas-y, vas-y. Le retour de l'ITE à l'intérieur de 25, ça limite aussi le point de rosée. C'est ce qui va permettre de mettre. OK. Exactement. Oui, c'est exactement ça. C'est l'un des 2 paramètres du diagramme de Mollier, de la courbe de saturation, c'est celle de la température. Donc, si on arrive à conserver la température grâce à l'isolation qui coupera le pont thermique, on évitera le point de rosée. Ça fait partie de ces 2 paramètres, le taux d'humidité et la température. Mais tu as raison, Yann. C'est que moi, je parlais de pont thermique parce que dans ma tête, c'est ce qui va entraîner le point de rosée. Donc, c'est lié. Je peux parler de point de rosée, effectivement. Donc, dans le cas de droite, si on a bien une ITE qui limite le point de rosée, ça marche. Pas de souci. Il y a le cas qu'on vient de voir, finalement, où on n'a pas d'ITE. Donc, on a forcément un risque de point de rosée au niveau de l'épaisseur du dormant. Voilà pourquoi on doit mettre un isolant et un pare-vapeur côté intérieur. J'espère que vous avoir fait la démonstration avec le diagramme de Mollier, maintenant vous comprenez mieux. Parce qu'il n'y a pas que nous qui l'imposons dans ce cas, il y a tous nos concurrents et confrères hein, qui, dans ce cas-là, disent attention, il faut isoler et mettre un pare-vapeur côté intérieur. Et quand on dit par vapeur, on parle habituellement, quand le terme par vapeur définit plutôt une membrane souple, hein, des pare-vapeurs que vous connaissez pour les murs. Mais là, pour le coup, ça peut être un pare-vapeur de type Fentrim qui a cette caractéristique en fait de bloquer cette vapeur d'eau, au même titre qu'une membrane souple. En fait, j'y viens là. En fait, on a 2 Fentrim. On a le 2, donc c'est le noir pour l'extérieur, qui est ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Et pour limiter l'apport d'humidité dans le joint, on a le Fentrim 20, qui est blanc pour l'intérieur. Donc lui, c'est plutôt un pare-vapeur, alors que l'autre, on va dire qu'il a plutôt une caractéristique de pare-pluie, tout simplement.
voilà pour moi. Et alors moi, j'ai fini, on va dire, avec mon module. Donc, s'il y a des questions qui restent, à la limite, sur n'importe quelle partie de ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas. J'espère avoir été clair. J'espère surtout vous avoir apporté des éléments que ça vous servira. Et voilà, là, on est disponible pour quelques questions si vous êtes motivé. Et surtout, n'hésitez pas à rallumer vos micros et caméras pour gagner en interactivité et que je puisse voir vos têtes. Est-ce qu'on peut récupérer tes coordonnées pour te Ouais, consulter sur des sujets, des cas d'école? Ouais. Alors, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs contacts. Il y a Aurélien qui, lui, est le responsable technique et qui, lui, est là. Et puis, bah, Aurélien, il peut être avec nous aussi. Mais c'est Aurélien, votre contact privilégié, on va dire. Il sera beaucoup plus disponible, en tout cas. Oui, voilà, en effet, je suis en train de mettre mes coordonnées dans le chat. Je vous les laisse tout de suite, mon numéro de téléphone ainsi que mon adresse mail. Je serai vraiment votre contact privilégié SIGA pour toutes vos questions techniques, prescriptions et accompagnement. Je ferai le relais avec mes collègues qui gèrent plutôt l'aspect terrain avec les applicateurs si nécessaire. Et également, je serai aidé de Fabien et de toute notre équipe technique pour différents services tels que les notes de calcul, le suivi des normes, etc. Mais vous pouvez reprendre mes coordonnées tout de suite là dans le chat si vous voulez. Voilà. Dans tous les cas, la présentation vous sera envoyée avec bien sûr un récap sur les coordonnées d'Aurélien et de Fabien. Et on va mettre en place un replay. Donc, si vous souhaitez revisionner ou communiquer le replay à des collaborateurs, ça pourra également être possible. Aurélien, ton secteur, c'est? Alors, je n'ai pas réellement de frontières. Je me concentre aujourd'hui sur les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Je suis originaire des Hauts-de-France, de Lille. Je me déplace très facilement jusqu'à la région parisienne. Maintenant, le visio existe. Ça nous permet d'échanger déjà à l'échelle nationale partout en France et je peux aller plus loin si nécessaire. Ok. J'aimerais finalement un peu résumer ce webinaire sur le sujet du Fentrim et du calfeutrement. Finalement, il y a deux points que je relève. Il y a celui de la réglementation, la validation par les bureaux de contrôle. Grâce au Fentrim, aujourd'hui, on se retrouve dans une catégorie, vous avez vu le tableau de la C2P, une catégorie, la seule catégorie des calfeutrements qui est automatiquement validée par tous les bureaux de contrôle. Aucun blocage ne peut, ou aucune question ne peut être posée finalement pour ça, même si on adore avoir des questions pour pouvoir y répondre. Il n'y a aucun blocage là-dessus. Autre point que je voulais rajouter, c'est que le Fentrim, comme toute bande d'étanchéité, c'est un système un peu moins connu que ce qui est plus traditionnel, hein, les compribandes, les mousses imprégnées, les silicones. Mais finalement, ce que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est qu'en supprimant tous ces systèmes qui ont un peu fait trouver leur limite aujourd'hui sur l'aspect de l'étanchéité à l'air, et en utilisant une seule et unique solution dans le Fentrim, vous remplissez tous les rôles de l'étanchéité à l'air de manière durable et conforme. J'espère avoir résumé un petit peu comme ça. Évidemment, je serai à votre Pardon. Évidemment, je serai à votre disposition pour compléter, rappeler certaines notes, compléter en fonction de cas concrets, peut-être, des projets concrets que vous avez, et puis vous aider dans les choix techniques, que ce soit pour le calfeutrement de menuiserie, mais également tous les sujets d'étanchéité à l'air de manière générale. Alain avait peut-être une question, je crois. Non, je vais vous remercier parce que c'était une petite piqûre de rappel réglementaire, c'est pas mal. Et puis, bon, c'est vrai que c'est un produit qui a l'air sympathique à mettre en œuvre assez facilement, les conditions d'avoir de bons supports, mais niveau réglementaire, c'est très bien. Merci. Bon, bah, merci pour ce retour. Merci à vous. Pour résumer les caractéristiques de mise en œuvre vraiment du produit, ce qui va correspondre au gain de temps beaucoup, ça va être les températures d'application. Ce qu'il faut savoir, c'est que
Le Ventrim, comme toute solution SIGA, est applicable dès moins 10 degrés, voire moins 15 degrés pour certaines références. On est sur des solutions sans solvant, donc qui seront comment dire, sans COV, sans formaldéhyde, donc tout à fait conformes au projet HQE ou quand on a des labellisations un peu sur la qualité de l'air. Le Ventrim, pour rester focus sur le Ventrim, est garanti aux UV et puis une fois qu'il est appliqué, il est garanti pour la durée de vie du bâtiment, la garantie définitive en fait du calfeutrement, par le fait de ne pas avoir de solvant. C'est grâce à ça. Au revoir Alain. Merci à tous. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on est là, que ce soit sur le Oui, produit ou sur des cas concrets. je pense qu'on va pouvoir clôturer. C'est vrai qu'on a un petit peu dépassé, mais c'était nécessaire pour pouvoir répondre à vos questions et avoir aussi des précisions, je pense. Alors, merci à tout le monde. On vous souhaite à tous une très bonne journée. Et voilà, les éléments vous seront envoyés par mail, la présentation ainsi que le webinaire, enfin le replay. N'hésitez pas à vous inscrire également à la newsletter Intech Service pour avoir tous les prochains événements et sur nos réseaux sociaux et également à suivre SIGA également sur leurs réseaux sociaux pour avoir les dernières informations. Merci à tous et très bonne journée et à bientôt. Merci, Au revoir à bientôt. tous.